Bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver pour une session gourmande avec le vitaliseur, une adaptation en tout cas d'une recette au vitaliseur. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que vous êtes sous le soleil un petit peu, en tout cas pas sous la pluie. Donc il y a Romy qui chouigne parce qu'elle veut sortir. Alors ce soir, l'adaptation donc de la fameuse soupe aux 6 saveurs, une recette que donc j'avais faite il y a déjà 15 jours, qui est toute facile et qui va nous permettre, qui va me permettre à moi en tout cas de vous parler un petit peu on va dire d'une science à laquelle je m'intéresse de plus en plus, qui est l'Ayurveda. Voilà, je me suis pas mal documentée ces dernières semaines. C'est vraiment la science du corps et de l'esprit qui est pratiquée en Inde depuis, mon Dieu, des millénaires. Voilà, qui me passionne beaucoup. Et c'est vrai que là, je trouvais que la cuisine ayurvédique était une cuisine qui pouvait sans problème se préparer avec le vitaliseur et s'associer à la vapeur douce. Même si on va le voir, il y a quand même des étapes qu'on ne pourra pas faire à la vapeur, qui sont importantes, notamment pour la préparation des épices. Mais voilà, pour tout ce qui est cuisson, on va pouvoir faire à la vapeur douce. Et ça va nous permettre aussi de nous servir de la soupière. Donc c'est super bien, parce que vous êtes souvent en train de me demander ce qu'on peut faire avec cette soupière en céramique. Donc là, elle est là. Et vous allez voir qu'on va pouvoir se servir de la soupière. Alors l'écran, c'est le soleil, il n'y a pas de filtre, c'est plutôt joli. Magnifique, comme quoi, vous avez vu, on n'a pas besoin de mettre des filtres. Voilà, j'ai le soleil qui passe à travers et je ne sais pas pourquoi ça fait ça, c'est trop joli. Bon, des petits anges là, c'est tout aux bonnes ondes qui arrivent. Voilà, donc est-ce que vous connaissez la médecine ayurvédique, la cuisine ayurvédique? Et est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez? Alors je pense que si il y a derrière l'écran des personnes qui pratiquent le yoga, je sais qu'il y en a, c'est souvent des personnes qui également pratiquent la cuisine ayurvédique. Donc voilà, vous devez avoir certainement des notions. C'est une recette qu'on va préparer ce soir qui est très facile et qui est très rapide. Donc, ce que je ne vous avais pas annoncé pendant la présentation de la story, outre les ingrédients que je vous ai donnés, c'est que je vais déjà en préambule vous présenter ce que c'est que l'Ayurveda et un petit peu les grands principes de l'Ayurveda. Donc moi je me suis documentée, j'ai acheté des livres sur le sujet et donc je vais essayer de vous faire un petit résumé. Vous me direz si c'est trop long, vous m'arrêterez. Et puis après on parlera, donc on arrivera tout doucement ce pourquoi on est là, c'est-à-dire la recette. Mais avant ça, il faut quand même qu'on comprenne un certain nombre de choses dans l'Ayurveda et qu'on parle notamment des saveurs. D'où le titre aussi de cette recette, qui n'est pas du tout la mienne, hein, qui est une recette qui me vient des aventures vertes de Sophie, que je vous invite à suivre, qui est un super site que j'ai découvert notamment sur YouTube, où elle fait de belles recettes. Et voilà, donc je prends carrément sa recette et je l'ai adaptée donc, avec une cuisson, vous allez voir, des légumineuses au vitaliseur. Voilà, on va attendre encore un petit peu, puisque voilà, il est 18h02, donc on va attendre un petit peu. Si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. En attendant qu'on arrive, juste vous dire que dimanche, je serai en live sur un autre compte que le mien. Je serai en live sur le compte de Huge Atelier Paris. C'est un compte, c'est une entreprise où ils font du yoga. Voilà, donc c'est voilà, vraiment quelque chose de très très beau sur Paris, où ils présentent donc de beaux cours de yoga. Et ils m'ont demandé donc de participer, d'interagir sur leur compte dimanche matin de 11h à midi en live pour faire 2 recettes en lien avec la détox d'automne. Donc je vous présenterai demain les 2 recettes en live, ce sera donc de 11h à midi et nous ferons donc une recette de carpaccio de betterave avec des fruits rouges et de l'ananas et des épices, et nous ferons, donc ce sera une recette crue évidemment, et nous ferons les petits falafels de patates douces que je vous ai partagés il y a quelques jours, que j'ai d'ailleurs déjà vu sur vos comptes. Donc voilà, on les fera ensemble donc sur le compte de Huge, je vous mettrai tout.
demain en story, demain matin. Je vous mettrai les liens pour vous connecter sur leur compte dimanche si ça vous dit de cuisiner avec nous et avec donc une belle communauté autour du yoga. Voilà. Alors, donc, si vous êtes prêts, on va démarrer tranquillement. Donc, je vais commencer. Alors, j'ai préparé des notes, donc je vais un petit peu lire ce que j'ai fait parce que j'ai pas eu le temps de l'apprendre par cœur. Hein, donc, vous inquiétez pas, je vais essayer de me tourner un petit peu pour que vous me voyiez quand même un petit peu face à l'écran. Donc déjà, vous dire que l'Ayurveda, voilà, c'est déjà la science de la vie, qui veut dire Veda, Vidya, et la connaissance, donc qui veut dire la vie. Donc c'est non seulement une science médicale, on le sait, hein, l'Ayurveda, c'est vraiment... voilà, c'est une science médicale, mais c'est avant tout aussi vraiment un art de vivre. C'est-à-dire que autour de l'Ayurveda, il n'y a pas seulement de la cuisine. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte dans l'Ayurveda et dans de toute cette science de l'Ayurveda que l'on peut connaître et qui est notamment et principalement, bien évidemment, qu'on connaît en Inde. Hein, donc ça vient vraiment de là-haut. Et donc le principe de l'Ayurveda, c'est vraiment avant tout de traiter principalement le corps et l'esprit en supprimant les causes de la maladie. C'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas tomber malade. On va traiter en amont. C'est-à-dire que nous, occidentaux, on a plutôt l'habitude de dire « Oh là là, mon Dieu, j'ai des symptômes, ça y est, je suis malade, je vais chez le docteur ». En Ayurveda, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'on va tout faire pour ne pas tomber malade. Donc on va prendre en amont des dispositions, on va se chouchouter le corps, le cœur et l'esprit d'une certaine façon, de façon à ne pas tomber malade et de ne pas avoir besoin à traiter les causes et les conséquences plutôt de la maladie. Et bien évidemment, ça va, bien évidemment, c'est pour ça que là, ça m'intéresse et que c'est ma partie et que c'est aussi pour ça que vous êtes là, c'est que ça passe essentiellement par la nourriture du corps, la nourriture de l'esprit. Et ça a une place très, très, très prépondérante dans l'Ayurveda. Elle est en lien avec 5 éléments, des éléments que vous connaissez, des éléments naturels que l'on connaît, qui sont bien évidemment la terre, le feu, l'eau, l'espace et l'air. Et vous allez voir qu'autour de ces 5 éléments, vont se décliner donc les fameux doshas dont certains ont certainement entendu parler. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire un petit test sur internet pour ceux qui se sont un petit peu intéressés, de savoir quel était votre dosha? Pour rappel, les 3 doshas qui existent sont Kapha, Vata, Pitta, excusez-moi. Et en fait, ils sont appelés sur les principes donc, de l'air, du feu et de l'eau. Et on va voir que tout va s'articuler autour de tout ça. Je vais prendre Romy avec moi. Oui, tu as raison. Non, mais ça y est, elle est sortie. Voilà, mon doudou est arrivé, donc c'est très bien. Donc, chaque dosha a un élément qui est dominant, donc en fonction de ces 5 éléments. Et chaque personne et son dosha va effectivement se nourrir en conscience complètement différemment en fonction de ces éléments. Donc, on a Vata. Donc, pour tout ce qui est Vata, le dosha dominant, ça gouverne tout ce qui est les mouvements du corps, le système nerveux et la force vitale. Pitta gouverne les activités enzymatiques et hormonales du corps. Pitta est surtout responsable de tout le système digestif, donc c'est très important pour tous les gens qui vont être Pitta d'avoir une alimentation tournée autour du système digestif et de faire très attention à toute cette partie digestive. Elle est aussi en lien avec la température du corps, la faim, la soif également, et même la vision et la vue. Et Kapha, lui, par contre, gouverne plutôt l'énergie et la stabilité du corps. C'est Kapha qui est aussi en lien avec les articulations, les douleurs articulaires, l'humidité de la peau, toutes les blessures de peau. Et donc c'est pour ça que quand vous faites un test pour savoir quel est votre dosha, on vous pose des questions. Moi je me rappelle quand j'ai fait mon tout premier test, j'ai dit mais on me posait des questions, je ne comprenais pas le sens des questions. C'est parce qu'en fait effectivement tout ça a un rapport vraiment avec comment est pour savoir quel est votre dosha. On a besoin de savoir si vous avez la peau sèche, si vous avez les yeux qui piquent, si vous avez la bouche pâteuse, la forme de votre visage, de vos mains, si vos dents sont saillantes. Tout ça c'est en rapport vraiment avec la définition de votre dosha. Donc c'est très important. Donc chaque individu est défini donc, par un certain type corporel et qui va définir
son dosha et qui se doit donc de nourrir en conscience sa personne et en fonction des 5 éléments et des 6 saveurs et des 6 goûts originels que nous connaissons tous, qu'on a tous en nous et qu'on connaît au travers de la cuisine, mais pas seulement, qui vont être le salé, le sucré, le piquant, l'acide, l'amer et l'astringent. Donc toutes ces saveurs, on les retrouve dans la cuisine, dans la vie de tous les jours, et en fonction du dosha que l'on va avoir et qui va nous caractériser, on va avoir besoin d'aller plus vers certaines saveurs que d'autres, puisqu'on va essentiellement travailler sur les épices, les fruits et les légumes. Et en fonction de son dosha, si on a besoin de manger plutôt une alimentation qui va avoir besoin de réchauffer son corps, si on va vers des ingrédients qui, eux, vont plutôt refroidir le corps, on va pas être bien, on va pouvoir avoir des douleurs au niveau du système digestif, mais au niveau également intestinal, on peut avoir des troubles divers et variés qui vont se retrouver. Donc c'est important de comprendre vraiment notre constitution corporelle pour pouvoir se nourrir en fonction aussi et d'aller choisir les bonnes saveurs originelles qu'on appelle les rasas. Alors, le goût le plus dominant que nous aimons tous, celui que nous chassons un petit peu au travers des recettes, en tout cas ici, bien sûr, c'est le sucré. Alors, le sucré, c'est le goût le plus dominant, c'est celui qu'on préfère, c'est celui qui arrive tout de suite au bout de la langue quand on mange. Et quand on a des saveurs dans la bouche, le sucré, c'est le premier, c'est vraiment la première saveur qui arrive au bout de la langue et qui se repère tout de suite. Voilà, c'est quand un bébé vient au monde et qu'on le met au sein de sa maman et qu'il va commencer tout de suite à prendre le mamelon avec le colostrum. Il y a tout de suite ce petit goût sucré. Et voilà, c'est ce petit goût qui fait qu'il va avoir envie d'y revenir et que ça va durer un petit moment. Donc le goût sucré, il accroît en plus les tissus corporels, il nourrit et il renforce le corps. Il soulage la faim. Vous avez remarqué que quand vous avez une faim, une grosse faim, vous avez plutôt envie normalement de sucré que de salé. Pitta et Vata peuvent consommer plus d'aliments. Attention à Kapha qui doit faire attention avec le goût sucré. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, ça veut dire qu'il faudra être plus vigilant avec les aliments plutôt sucrés. Donc ça va être la banane, mais aussi le riz, parce qu'on n'a pas forcément le goût du sucre, mais voilà, le riz est quand même sucré. C'est pour ça que je vous dis toujours de faire attention aux index glycémiques dans les farines, et notamment à la farine de riz blanc, puisqu'elle a un index glycémique très élevé, parce qu'elle a effectivement du sucre. Donc attention aux gros consommateurs de riz, aux consommateurs de personnes qui aiment, les personnes qui aiment manger et du dal et des sushis. Et voilà, attention au riz, comme d'habitude, on y va avec parcimonie et on est prudent. Mais également dans les légumes, la betterave est très sucrée aussi, la patate douce, la carotte. Donc voilà, attention au sucre. Quand on se fait un dal ou un curry de légumes avec de la patate douce, de la carotte et qu'on ajoute du riz, on a une charge glycémique qui est quand même assez importante. Donc on fait attention à sa charge glycémique, même si on a l'impression de manger des légumes et une céréale. Là pour le coup, on est quand même sur une recette qui a un index glycémique assez élevé, même si elle reste saine. Donc on y va avec parcimonie. Le goût aigre est très très bénéfique chez Vata. Attention chez Pitta, le goût aigre aide énormément à la digestion et à l'élimination des déchets du corps. Donc on va le retrouver surtout dans le pamplemousse, dans les fraises, dans le citron, et essentiellement dans les aliments fermentés. Donc les aliments fermentés, attention, si vous êtes Pitta, alors quand je dis vous êtes Pitta, c'est-à-dire que vous êtes vraiment Pitta plus. C'est-à-dire que moi, je suis Vata Pitta. Je ne suis pas Vita à 80% et puis 10% Kapha et 10% Pitta. Donc attention aussi quand vous faites vos tests, prenez bien le temps de le faire. Le goût piquant, lui, il est très bénéfique chez Kapha, beaucoup moins chez Pitta également. Donc Pitta, attention au goût piquant. Le goût piquant, lui, il stimule l'appétit. Donc si vous mettez pas mal de piquant, c'est-à-dire vous mettez des épices assez fortes, vous mettez du piment, du gingembre, de l'ail, ça va stimuler votre appétit et ça peut vous donner envie de remanger et d'aller vous resservir. Donc attention de ne pas trop forcer sur les personnes qui doivent faire attention avec le goût piquant, notamment chez Pitta. Le salé est très bénéfique par contre à Vata, il va purifier les tissus corporels et là aussi il va avoir une action sur votre digestion. Donc on va avoir en salé le sel forcément, les algues. Les algues sont très salées forcément, elles sont riches en iode, elles viennent directement de la mer, donc elles sont très très salées. Mais aussi tous les légumes à queue que vont être la tomate, le concombre. Voilà, donc ça aussi c'est parfait, c'est plein d'eau, mais on essaye de ne pas rajouter des tonnes de sel dessus si on doit faire attention au sel.
Le goût astringent, lui, il est parfait en petite quantité chez Pitta et Kapha. Il est plutôt à mettre de côté pour les personnes plutôt d'un dosha Vata. Et l'astringent, le goût astringent, c'est soit lui le corps grâce à sa nature qui est plutôt constrictrice. Donc ce sont des aliments à haute teneur en tanins. Donc il y a le thé qui est très astringent, mais également le miel, les pois chiches et la plupart de tous les légumes, et également les tisanes dans lesquelles on va retrouver des écorces d'arbres. Voilà, dans les écorces d'arbres, on retrouve le goût astringent. Et puis le dernier, c'est le goût l'amer, alors qu'on n'aime pas forcément. L'amer, ça va être quoi? Ça va être forcément le curcuma, l'aloe vera, mais également les endives, le cacao, le café. Donc c'est souvent, c'est vrai, des goûts très particuliers qu'on n'aime pas d'ailleurs quand on est un enfant, quand on est très jeune. Et ce sont des goûts vers lesquels on va plutôt tendance à aller quand on mûrit un peu, quand les palais s'affinent un petit peu. Ils sont très 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 bons pour Pitta. Le goût amer est très bon pour Pitta. Attention en revanche pour Vata, il n'a pas vraiment d'utilité. Par contre, il est très bon pour le corps puisqu'il détoxifie le corps et les organes, il nettoie le foie et il a un contrôle sur tout ce qui est les douleurs cutanées. Donc voilà, donc ça c'est le goût amer. Donc le principe donc, de l'Ayurveda, c'est vraiment que tout produit que vous allez devoir consommer en cuisine, ça c'est vraiment les grands principes, c'est déjà d'avoir des légumes, des produits qui soient toujours de saison, ça je vous le dis tous les jours, c'est pas que dans l'Ayurveda, c'est dans la cuisine au grand jour. Donc des aliments de saison, mais des aliments qui sont frais. Dans l'Ayurveda, on attache une grande importance même à la graine, à la plante. On part du principe qu'il faut consommer des plantes et des fruits et des légumes qui sont ramassés il y a très peu de temps. Parce que si vous avez des légumes dans un panier ou si même au frigo vous avez des légumes qui durent depuis 5-6 jours dans votre frigo ou dans votre panier, il faut rajouter à ça, si vous n'allez pas chez un producteur local qui a ramassé ses fruits, ses légumes le matin, ils ont peut-être passé déjà 2 jours dans une chambre froide ou sur des étals, donc on peut rajouter facilement en tout 7 jours avec votre délai de fruits et légumes qui a traîné dans votre panier. Donc autant dire que vos légumes, ils sont plus vraiment très vivants. Et même si vous les vitalisez entre nous, on va considérer qu'ils n'auront plus trop de vitalité. Donc pour manger des légumes vivants, et ça je vous le dis souvent, n'achetez pas vos fruits et vos légumes en trop grande quantité. Alors je sais ça demande de l'organisation, mais il vaut mieux acheter 2 poires, 3 courgettes juste pour faire 1 ou 2 recettes que d'acheter 2 kilos de courgettes, 3 potimarrons, revenir avec un panier plein. Alors j'avoue, c'est très tentant quand on va chez le primeur, qu'on voit les beaux étalages. Franchement, ça donne très envie, c'est plein de couleurs. Et moi, la première, surtout si on y va à midi, alors là, c'est une catastrophe parce qu'on a faim. C'est très tentant de vouloir tout acheter. Mais on se retrouve après avec toutes ces quantités de fruits et de légumes. Et en général, en plus, on les gaspille parce qu'on ne les fait pas tous, parce que votre concombre, il va ramollir, parce que votre brocoli, il va jaunir. Et vous avez donc des ingrédients qui sont plus vivants. Et vraiment, le principe même de l'alimentation en Ayurveda, c'est vraiment de conserver toute la vivacité de vos produits. Donc pour ça, on les achète essentiellement frais, de saison et bio. Et on les prépare rapidement. Voilà. Puisqu'il ne faut pas oublier que l'énergie, elle est dans la terre, elle vient du sol, et que si vous laissez vos fruits qui attendent, il n'y a plus d'énergie, il faut se dire, il n'y a plus d'énergie. Déjà que la plupart des fruits et légumes sont bien insectisés, donc si vous ne prenez pas en plus du bio, donc autant vous dire qu'il ne reste plus grand-chose. Donc voilà, ça c'est très important de conserver des produits vivants. Faut se rappeler aussi que donc, la nourriture, c'est ce qui entretient notre vie. Et il faut respecter nos fruits, nos légumes, il faut respecter le travail de la terre, respecter le travail bien sûr des personnes qui travaillent la terre et les consommer avec respect. Donc voilà, c'est un petit peu de conscience autour de tout ça. Et puis le principe de l'Ayurveda, au-delà du fait qu'on a choisi ces ingrédients, qu'on les a bien préparés, c'est bien sûr de manger dans de bonnes conditions. Alors je sais, c'est pas facile, on mange au bureau, on mange avec des collègues, on mange vite, mais quand on peut, je dis bien quand on peut, même si c'est pas tous les jours, même si c'est pas tous les repas, en tout cas quand on peut, on essaye au maximum de manger dans les meilleures conditions. C'est-à-dire, on essaye, je dis bien, on essaye, je
je suis pas la première à le faire, mais en tout cas, on essaye de manger dans le calme si on peut. C'est-à-dire que on essaye de pas manger devant la télé, on essaye de pas manger avec son téléphone, surtout quand on est seul. En tout cas, on mange, on essaye de ne pas se coucher après le repas parce que la digestion, c'est un petit peu compliqué si on va se coucher une demi-heure après avoir mangé et en plus selon ce qu'on a mangé. Alors normalement ici, vous mangez bien, vous mangez sainement, donc ça va. Mais même, on essaye de manger et d'aller se coucher au moins 1h30 ou 2 heures vraiment après le dîner. Bien sûr, on ne va pas courir, on ne va pas à la salle de sport après avoir mangé parce que alors là, pour le coup, au niveau digestif, c'est pas extraordinaire. Voilà, je vous laisse imaginer dans vos organes ce qui se passe si vous allez courir avec un dalle, c'est pas terrible. Et puis, ne pas oublier que dans votre estomac, en tout cas en Ayurveda, ça se passe comme ça. Vous imaginez votre estomac, vous le divisez en 3. Vous devez avoir un tiers d'ingrédients liquides, un tiers d'ingrédients solides. Et dans le dernier tiers, vous ne devez avoir que de l'air. Et c'est pour ça que je dis souvent, et je le rappelle souvent quand on est en séjour, je dis souvent, déjà on essaye de ne pas se resservir, mais ça en séjour c'est impossible. Mais en tout cas, on essaye, et chez vous faites-le, d'avoir toujours la sensation d'un petit peu de faim en sortant de table. C'est-à-dire que vous ne devez pas être rassasié complètement. Vous ne devez pas avoir envie d'ouvrir votre bouton de pantalon. Vous ne devez pas avoir envie d'aller vous allonger et de dire j'en peux plus, j'ai trop mangé. Vous devez avoir ce vide dans l'estomac. Moi, ça m'arrive de sortir de table et d'avoir encore un peu faim. Alors, je vous l'accorde, c'est un peu frustrant. Mais derrière, franchement, je digère beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Donc, franchement, si vous arrivez à le faire, c'est bien. Et puis, bien sûr, pensez à savourer vos aliments. N'oubliez pas que la digestion, elle commence dans la bouche. Elle commence avec la salive. Elle commence entre vos dents. Donc, il faut mastiquer. Je le dis souvent. Marion Kaplan, si vous écoutez ses conférences et ce qu'elle fait, et ses vidéos qu'elle met sur IGTV, elle en parle souvent. C'est la base de la digestion. Si on ne mastique pas, qu'on avale tout rond, je suis la première à le faire la plupart du temps parce qu'on ne mange pas dans le calme, parce qu'on parle, parce qu'on a le téléphone, parce qu'on ne mange pas du tout en conscience. Mais là, effectivement, on va manger vite parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on mange. Donc, on avale, on se remplit. Et puis là pour le coup, déjà on peut plus. Alors là l'air pour le coup, il y a plus d'air du tout, parce que là même limite on s'est resservi, donc là il y a plus d'air. Et là quand on sort, on n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher. Donc ça c'est pas bon du tout. Donc on mastique. Je ne vous dirai pas combien de fois il faut mastiquer ces bouchées parce que c'est ridicule et il faudrait à peu près 1h30 pour manger. Mais en tout cas, essayez de mastiquer. Il faut rendre liquide tout ce qui est solide. Et il faut même mâcher le liquide. Donc, vous voyez un peu combien de temps il faut mastiquer vos bouchées pour arriver à faire en sorte que tout passe en liquide. Et vous allez vous rendre compte que déjà, vous allez manger, vous allez prendre plus de temps. Vous allez avoir moins envie de vous resservir. Vous allez être rassasié plus rapidement, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il faut 20 minutes entre le moment où vous avez mangé et le moment où votre cerveau il a reçu l'information que vous avez mangé et qu'il se dit « Oula, c'est bien, là j'ai mangé. Bon, c'est bien, je suis rassasié. » 20 minutes. Je ne suis pas certaine qu'on mange tous en plus de 20 minutes. Donc voilà, ça c'est hyper important. Il faut réduire les aliments en bouillie. Et puis il faut se rappeler aussi que si vous avalez des gros morceaux, vous allez forcer sur votre système digestif. Vous allez lui demander de travailler. Mais alors là, il va apprendre, il va sortir tout le matos pour waouh. Il va falloir envoyer du lourd pour aller digérer vos gros morceaux que vous avez avalés tout rond parce que vous aviez trop faim, que vous avez mangé trop vite. Donc voilà, mastiquer et puis manger en conscience. Même si c'est 2 fois par semaine que vous arrivez à le faire, je dirais, vous savez quoi, c'est 2 fois que vous l'avez fait. Voilà, je ne vais pas vous raconter des histoires. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, parce que moi, je ne le fais pas non plus toujours. Mais bon, il y a des moments où j'en ai conscience, où je me dis, allez, alors... Voilà, je fais attention, je pose mon téléphone, j'essaye de poser ma fourchette aussi entre 2 bouchées. Je ne bois jamais d'eau à table parce que sinon je me remplis l'estomac, puis alors là c'est une catastrophe. Donc voilà, essayez de le faire un petit peu. En tout cas, essayez d'en avoir conscience. En avoir conscience et essayez de le faire. Franchement, vous allez voir que c'est bien. Et pour l'avoir testé, moi je suis souvent la première à finir mon repas. Et pour l'avoir testé, du coup vous vous retrouvez la dernière à manger. Et franchement, on est beaucoup mieux et on apprécie ce qu'on mange d'autant plus. 37 fois? Non, faut pas. 37 fois, alors si c'est 37 fois, alors heureusement que je fais le jeûne intermittent parce que là, pour le coup, on passe l'après-midi à prendre son déjeuner ou la soirée à prendre son dîner. Socialement, ça devient compliqué. Voilà, bon, à 10 minutes au moins de 2 fois, ce sera bien.
Et puis bien sûr, on essaye de partager son repas dans une bonne ambiance, on essaye de ne pas se disputer à table. D'ailleurs, c'est valable aussi quand on prépare son repas. Ça veut dire que, ça en Ayurveda, c'est très valable. Quand on prépare son repas, si on est énervé, si on a des idées un peu négatives, si on en veut à quelqu'un, si on a envie de tuer son voisin, ou son chef, ou sa copine, qu'on en veut après son conjoint ou ses enfants, en Ayurveda, on dit qu'il faut se retirer carrément de la cuisine. C'est même pas la peine de cuisiner parce que de toute façon, la recette, en fait, vous envoyez tellement de mauvaises énergies à vos aliments que, alors là, pour le coup, il n'y a plus de vitalité et donc ça sert à rien de les manger. Donc, si vous êtes énervé, vous cuisinez pas. En plus, c'est hyper dangereux parce que souvent, quand on est énervé, on prend son couteau, on va vite, c'est un coup à se couper les doigts. Donc, moi, je vous conseille pas de cuisiner quand vous êtes trop énervé. Voilà, donc on essaie de préparer son repas, en tout cas, dans la bonne humeur. C'est toujours un plaisir, ça doit rester un plaisir. C'est pour ça que moi, j'aime bien cuisiner avec vous en live aussi parce que du coup, voilà, j'ai la banane et ça me fait plaisir. Et puis, on essaye... Voilà, de ne pas projeter d'émotions négatives quand vient la préparation du repas. Et puis on essaye de manger dans de bonnes conditions, on partage, on se raconte des belles choses. Et puis si on n'a pas envie de manger avec des gens qui nous font suer, eh bien, vous savez quoi, ne le faites pas, ne vous forcez pas. Mangez tout seul. Voilà, moi ça m'arrive de manger seul. Et franchement, je préfère manger seul que mal accompagné. C'est un peu valable aussi par rapport au dicton qu'on connaît bien. Voilà. Donc nous, on va parler de la soupe aux 6 saveurs quand même, puisque c'est aussi la base de la recette. Avant ça, je voudrais quand même revenir sur un terme qu'on emploie souvent, qui est le terme de dal. Puisque moi, la première, je disais souvent que je faisais un dal. Alors un dal de lentilles, un dal de patates douces, un dal de ci, un dal de là. Et puis j'ai découvert, en bossant un peu le sujet sur la Ayurveda, qu'en fait, le dal, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le dal, mais ça désigne tout simplement les haricots, les lentilles et les pois secs. C'est pas du tout un plat. C'est un aliment. Ce sont des aliments donc, qui sont riches en protéines. Et les dalles soutiennent vraiment l'énergie et la force tout en donnant une sensation rafraîchissante au corps. Alors ça, c'est très étonnant de le dire parce que quand on mange un dal en général, c'est plutôt souvent d'ailleurs en hiver, on a souvent envie de dire que c'est un plat doudou, un plat qui réchauffe. Et bien pour autant, pour le corps, c'est un plat qui est rafraîchissant, à la différence de toutes les protéines animales quand on en mange, qui elles sont très réchauffantes pour le corps. Donc voilà, le dal, c'est pas du tout un plat, ça désigne un aliment. Le roi du dal, bien sûr, c'est le moung. Et donc c'est le moung qu'on va utiliser ce soir. Donc c'est ce que je vous ai demandé d'acheter pour la recette. Donc moi je les ai fait cuire pour gagner du temps. Je les ai fait cuire ici, donc ils sont là dans ma soupière, parce que le but c'est pas que je vous montre la cuisson du moung. Donc là j'ai fait cuire, je sais pas si vous voyez, ils sont là, hop. Donc je vous rappelle que moi je les ai fait tremper 2 jours. Moi je vous préconise toujours 24 heures de trempage de toutes vos légumineuses, ça je vous le dis depuis toujours et à chaque fois que vous le faites. C'est-à-dire que ça va les rendre encore plus protéinés, ça va libérer des enzymes incroyables, ça va les rendre beaucoup plus digestes et cerise sur le gâteau, ils vont cuire en moitié moins de temps. Et ça va nous permettre du coup de le faire cuire à la soupière, dans le vitaliseur et non pas de les faire cuire dans une casserole. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Donc, il faut savoir que le dal, donc le moong dal ici, en Inde, il est servi 1 fois par jour. Et il est souvent servi avec du riz, d'ailleurs aussi, que je vous invite aussi à faire tremper si vous avez le temps d'y penser. Et c'est vraiment l'aliment le plus important en Inde quand il s'agit de combiner le sucré et l'astringent. Donc pour les personnes qui ont besoin de consommer ces saveurs, je vous invite vraiment, et c'est notamment Pitta et Kapha, à consommer le dal. Donc ce soit donc les haricots, les mous, donc comme je l'ai dit, les lentilles et les pois secs, vous les faites bien tremper. Vous allez avoir une belle dose de protéines et c'est quelque chose que vous pouvez manger régulièrement. Vous pouvez le faire même en dosa, vous pouvez faire... Il y a plein de recettes avec... Et là, on va arriver... Alors, on peut les manger bien sûr en salade l'été, hein, mais là, c'est vrai qu'on va arriver dans une saison où on va avoir envie de manger plutôt chaud. Et vous allez voir que la préparation au vitaliseur, elle est très rapide et elle est vraiment très bonne. Donc, le moong, donc je vous rappelle, le moong, c'est ceux-là. Ok, donc ils sont
Ils viennent principalement de Chine. Alors, je sais, en Chine, c'est pas toujours top, mais moi, ce que je vous ai montré, le paquet que je vous ai montré, il vaut à peu près 5 € le kilo, donc ce qui est rien du tout. En France, il faut savoir qu'on en produit, et j'ai une abonnée qui m'a envoyé le lien, c'est 20 € le kilo. Donc, c'est juste incroyable. Donc, autant vous dire que si vous faites une recette avec des moungs, andal ou pas, et que vous voulez les prendre français, ça vous fait un plat qui vous revient cher, vous en mangerez moins souvent. Donc essayez d'alterner, mais sachez que on en produit aussi en France, je ne le savais pas, donc merci à ma charmante abonnée. Vous êtes toujours adorable d'ailleurs de me donner plein d'infos, c'est vraiment très gentil. Donc voilà, donc le moung est un haricot qui lui est tridochique, donc il est valable pour tous les doshas, même si on va le préférer pour pitta et kapha. Vous les faites bien tremper et c'est top. Voilà, donc voilà ce que j'avais à vous dire un petit peu sur voilà, la cuisine ayurvédique, sur voilà, l'ayurveda pour introduire la recette. Ça, c'est une recette, vous allez voir, qui se fait très rapidement. Donc, l'idée, c'est de faire donc tremper vos moungs avec vos lentilles corail. Quand vous les faites tremper au moins 2 jours, vous pensez à changer l'eau une fois par jour. Le paquet, vous voulez que je vous montre le paquet? Je vous le montre. Voilà, c'est celui-ci, haricot moung soja vert. Donc celui-ci c'est Marcal et effectivement quand on regarde la provenance, bon, j'ai pas mes lunettes mais je le sais parce que j'ai regardé tout de suite quand la personne m'a envoyé le lien. Quand on regarde la provenance, ça vient de Chine. Donc effectivement, voilà, il y a un paquet comme ça coûte un peu moins de 3 € les 500 grammes en magasin bio. Alors on ne le trouve pas dans tous les magasins bio, mais enfin moi du coup là où j'habite en tout cas, il y en a. Donc voilà, ou vous le commandez, ou voilà, bon en tout cas c'est voilà, c'est quelque chose que vous devez retrouver en magasin bio, vous ne trouverez pas ça en grande surface, en tout cas moi j'en ai jamais fait. Voilà, donc ça c'est l'haricot mongo soja vert. Ok, donc vous faites bien tremper vos haricots et vos lentilles corail, vous changez l'eau une fois par jour, c'est très important, alors surtout en été, là vous changez 2 fois. Vous allez vous rendre compte que si vous ne changez pas l'eau de vos lentilles corail, ça va fermenter. Alors, ok, c'est bien quand ça fermente, mais il ne faut pas que ça fermente trop parce que sinon, ça en devient limite consommable. Hein. Donc, attention, donc vous changez l'eau. Si vous n'avez pas le temps de... Voilà, vous dites, oh, ben, j'ai envie de la manger demain. Vous les faites tremper le matin en partant. Pour le soir, ça suffit largement, mais au moins 8 heures. Hein, d'accord? Si vous faites tremper moins, forcément, ça va être un petit peu plus long au niveau de la cuisson. Mais voilà, l'idéal, c'est au moins 24 heures. Moi, je sais que je fais tremper toujours mes légumineuses, 48 heures, et mes céréales aussi, je vous le dis, hein, je vous le dis à chaque fois, faites tremper votre quinoa, surtout votre quinoa, mais aussi votre millet, votre sarrasin, vous pouvez tout faire tremper, et même le riz, d'accord? Voilà, donc là, moi j'ai fait cuire, après avoir bien rincé donc mes moungs et mes lentilles corail, je les ai mis dans ma soupière du vitaliseur. Donc pour gagner du temps, je mets de l'eau chaude dans la cuve de mon vitaliseur. Je verse donc mes légumineuses dans ma soupière et je verse dessus de l'eau brûlante que je fais chauffer donc dans ma bouilloire. Et vous n'hésitez pas à mettre de l'eau, vous en mettez bien 1/3 de plus que le niveau d'eau. Il faut que ça trempe beaucoup, n'oubliez pas, d'accord? 48 heures, ça a germé. Pas toujours, mais alors les lentilles corail, oui, certainement. Les mongos, non, ils ne germent pas comme ça, c'est beaucoup plus long. Et de toute façon, il n'y a pas nécessité à faire germer les mongos, de toute façon. Hein. Le couscous de lentilles corail. Alors le couscous, là, on va être plutôt sur de la semoule. Le riz, oui. La semoule, non, parce que si vous faites tremper votre semoule, après, ça va être compliqué pour la préparer. Donc non, la semoule, je vous conseille pas du tout. Mais le riz, oui, bien sûr, le riz, faites-le tremper. Voilà. Donc, la base de la recette, une fois... alors, je les ai fait cuire 30 minutes. Donc, 30 minutes. Si on n'avait pas fait tremper nos haricots mongo, je pense qu'on aurait eu presque 1 heure de cuisson. Donc, vraiment, le trempage est très important. Une fois que c'est cuit, vous réservez, vous laissez. Et après, on va s'occuper de tout ce qu'on va mettre dedans, donc de nos épices. Pour cette recette, on va avoir besoin de plusieurs épices que je vous ai notées tout à l'heure, depuis 2 jours sur la story. Alors, je vais vous donner les quantités, on va les reprendre ensemble. On va avoir besoin, alors déjà pour commencer, d'ail et de gingembre. Ici. Hop.
Donc, une gousse d'ail et 1 cm de gingembre. Donc, moi, j'ai pris 1 cm d'un morceau de gingembre que j'ai coupé en tout petits morceaux. Vous pouvez le faire au presse-ail. Pour l'ail, je vous déconseille de le faire au presse-ail avec le gingembre, puisque j'ai donc cassé, à force de forcer sur le gingembre qui est très dur, j'ai fini par casser mon presse-ail. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai tout fait à la mimine. Hein, c'est pas très grave. Donc, voilà, on va avoir besoin donc d'1 cm de gingembre et d'une gousse d'ail. Ensuite, on va avoir besoin de ghee ou d'huile d'olive qu'on va mettre dans notre poêle. Et je vais parler de la poêle parce que ça, c'est très important. Et pourquoi on ne va pas faire dans la soupière après la préparation de nos épices. C'est très important. Donc ça, je vais vous en parler. Juste après, on va parler de la méthode du chunking. Alors, je ne sais pas trop comment on le dit. Le chunking, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on en parle. Je vous en parle juste après. Et puis, on va avoir besoin donc de graines de fenugrec ou du fenugrec en poudre. Moi, je l'ai trouvé en graines, mais si vous ne le trouvez pas en graines, c'est pas très grave. Le fenugrec, il est comme ça. Hein. Bien sûr, toutes vos épices doivent être bio. Hein, toujours. Coucou Chira. Donc, les épices, c'est bio, c'est important. On ne va pas acheter ces épices en grande surface chez Ducros, par exemple. Sinon, c'est pas la peine. Elles ne servent à rien. Donc, du fenugrec, si vous l'avez en graines, c'est bien. Sinon, vous pouvez le prendre en poudre. On va avoir besoin de cumin ou en graines ou en poudre également. Voilà, moi je l'ai choisi plutôt en graines, ainsi que des graines de fenouil également, mais c'est pareil, si vous ne l'avez pas en graines, vous prenez en poudre. Moi je prends toutes mes épices en magasin bio ou sur Casidomi, puisque ça me permet de les avoir aussi moins chères et j'en consomme beaucoup. On va avoir besoin de curcuma. Alors ça, moi c'est le curcuma qui me vient de ma copine Je suis bio en vrac, qui a une odeur juste incroyable, pour en témoigner les filles qui ont fait le séjour avec moi. De la coriandre en poudre. Hop, un petit peu de sel rose de l'Himalaya. Attention au sel, prenez aussi du sel de bonne qualité. Hein. Ne prenez pas du sel blanc qui ne soit pas bio. On va avoir besoin d'un jus de citron également et de coriandre fraîche. Ça va être pour ciseler sur votre soupe au moment du service et du dressage de votre assiette. Donc, pour parler donc du chunking, c'est une méthode qui donc permet la préparation des épices et des graines. Et c'est très important. Oui, il faut couvrir d'eau, même un tiers de plus, hein, pour couvrir vos légumineuses. Donc, ça consiste à faire griller les épices dans du ghee de préférence. Donc, je vous rappelle que le ghee, alors moi je le prends sur Casidomi aussi, je vous rappelle que le ghee, donc c'est du beurre duquel on a enlevé donc toute la partie mousseuse, là, le lactose qui est sur le dessus. Donc, c'est ce qu'on appelle le beurre clarifié. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez prendre tout simplement une huile végétale, de l'huile d'olive, de l'huile coco si vous voulez. Désodorisé, c'est mieux aussi. D'accord. Donc, l'idée, c'est en fait, on va, en faisant chauffer ces épices et ces graines dans sa poêle, ça va permettre de sceller toutes les épices en ouvrant tous leurs parfums et leurs saveurs, puisque en fait, elles vont complètement exploser à la cuisson, et c'est là qu'on va libérer les saveurs. Et là, on a besoin de chaleur. Alors, il ne faut pas les faire brûler, ça va se faire à feu, bien sûr, qui va être à feu moyen, mais on a besoin de chaleur, et c'est quelque chose qu'on n'arrivera pas à avoir, on n'arrivera pas à saisir suffisamment dans la soupière, les épices. Donc cette étape, je vous invite vraiment à la faire dans une petite poêle, parce que vous n'allez pas du tout avoir le même rendu au bout du compte dans la recette, et vous n'aurez pas du tout les mêmes saveurs en bouche, donc c'est dommage. Donc ce qu'on appelle le chunk, donc c'est ce mélange donc d'épices que vous avez fait donc revenir. On le prépare en général au début de la recette. Et on va l'ajouter par contre à la fin de la recette dans la préparation, au dernier moment. Donc vous préparez votre petite préparation comme on va faire, et au moment de mixer, on l'ajoute. Donc on peut aussi faire griller à sec. Alors pas pour cette préparation, mais il y a beaucoup de recettes qui sont préparées et qui sont avec des épices et des graines qui sont grillées à sec, où là on n'utilise absolument aucune matière grasse. Par contre, ça sous-entend d'avoir du bon matériel. Qu'est-ce que c'est du bon matériel? C'est des poêles sans revêtement de préférence. Vous savez que qui dit revêtement dit forcément qu'il n'y a pas forcément ce qu'il faut dedans et que c'est plutôt mauvais pour la santé et cancérigène qu'autre chose. Moi, j'ai une poêle qui pèse un âne mort, comme dit l'expression, mais c'est une debuyère. Voilà, donc ce sont des poêles qu'il faut culotter, ce sont des poêles qui sont en fer. Alors moi, je ne m'en sers pas beaucoup parce que malheureusement, avec mes douleurs articulaires, maintenant, je ne peux plus trop porter de poids. Mais si je peux vous indiquer une marque de poêle, c'est la marque Debuyère. Elles sont top. Il faut bien regarder sur Internet, je vous renvoie sur YouTube pour savoir comment culotter une poêle en fer. On ne peut absolument pas se servir d'une poêle, on ne peut pas arriver du magasin, parce que quand vous allez avoir votre
votre poêle, elle va être recouverte d'une fine pellicouche de cire d'abeille. Et donc c'est très important, vous ne pouvez pas arriver, la passer sous l'eau comme ça et puis cuisiner avec. Il va falloir la culotter. Et culotter une poêle, ça prend un peu de temps. Il y a une technique qui se fait, donc on met de l'huile, on fait chauffer, on enlève et puis on recommence. On fait ça au moins 5, 6, voire 10 fois pour faire en sorte qu'après vos ingrédients n'attachent pas dedans. Sinon, si vous arrivez du magasin, vous lavez votre poêle et vous mettez vos ingrédients, alors là je peux vous garantir que vous brûlez tout. Et après c'est long pour la revoir. Donc il va falloir culotter la poêle. Voilà, donc ça moi c'est vraiment la poêle, vous avez vu, comme ça qu'on peut trouver voilà, dans les poêles de chef, quoi. Donc c'est 2 cuillères. Donc on va y aller. On va faire chauffer sa poêle. Hop. Donc c'est des poêles qui chauffent très vite, elles sont en fer. Donc attention. On va mettre un petit peu de ghee dedans. Oui, alors ça c'est magnifique quand on n'a pas de force dans les mains. Donc, on y met un petit peu de ghee, voilà, hop, ou de matière grasse, ou ce que vous avez, parce que là, on ne fait pas du grillage à sec, du grillage à sec, je vous rappelle, hop, voilà, ici, comme ça. Et l'idée, ça va être maintenant de faire, ici, où est ma petite Elsa, de faire chauffer. Alors, je vais peut-être rapprocher le téléphone si vous voulez, comme ça, ce sera mieux. Alors, je vais essayer de ne pas renverser mes légumes, ce sera bien aussi. Est-ce que là, vous y voyez ou pas? C'est bon là? Alors, attendez, bien sûr, j'ai le chat qui peut sortir. C'est toujours le moment. Voilà, on est bien. Est-ce que vous y voyez? Est-ce que c'est pas trop près? Si on n'a pas de ghee, c'est pas très grave. On met de l'huile d'olive, on met un petit peu d'huile coco. Bon, j'ai pas vu que l'huile coco était utilisée en Inde, hein, entre nous. Donc, bon, voilà, hein, voilà, moi je vous conseille le ghee et je vous conseille plutôt les huiles végétales, toujours de bonne qualité. Alors, hop, j'arrive. Hein. Je prends mes petites épices. Hop, hop. Alors, pour commencer, donc on fait chauffer sa matière grasse et on met son gingembre avec son ail. D'accord? Voilà, ça c'est important. Le gingembre et l'ail. Voilà, pour commencer, on commence par là. Et puis après, on va mettre nos épices. Alors, en premier, on va mettre les graines, les épices en graines quand on les a en graines. D'accord? Alors, le ghee, ça sent mais tellement bon. J'aime trop l'odeur du ghee quand ça chauffe. Voilà, ça commence déjà là, les bonnes saveurs. Donc, on fait attention, il ne faut pas que ça brûle. Et donc, quand on a des poêles en fer, ça va très très vite. Hein. Beaucoup moins vite quand vous avez des poêles avec des revêtements. Hein, attention. Alors, une suggestion de Shira. Écraser les épices puis les infuser dans le beurre ou beurre de coco vitaliseur. Ok. Oui, pour les épices. On est d'accord que pour les graines, c'est bien aussi de les faire à la poêle. Tu me confirmes? Alors, hop. Ça sent déjà très bon. Alors, moi, je vais mettre mes petites graines. Donc, je vais mettre déjà mes graines de fenugrec. Donc, c'est à peu près une demi-cuillère à café. Hop, de graines de fenugrec. Ensuite, je vais mettre mes petites graines de cumin. La même quantité. Alors, je sais qu'on a souvent la main un petit peu lourde sur les épices. Moi, la première, faites attention parce que c'est vrai que ça peut modifier considérablement... Oui, au mortier. Je cherche toujours désespérément un mortier qui me convienne. C'est prévu dans ma nouvelle cuisine. Un beau mortier. Voilà, ça c'est mes graines de cumin. Donc là, j'ai mis mes graines de fenugrec, mes graines de cumin et mes graines de fenouil. Et ça sent divinement bon déjà. Une demi-cuillère à café. Voilà, bon moi c'est une cuillère à café un peu grosse. Mais c'est une demi-cuillère à café. C'est vraiment la cuisine des saveurs. C'est terrible, hein, la cuisine indienne. Moi, j'aime beaucoup cuisiner les épices. Ça sent tellement bon. Ça parfume la maison. C'est trop bien. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, moi donc on va mettre déjà les petites graines et puis après on mettra le reste des épices.
Voilà, je vais monter un petit peu mon feu. Il faut faire attention de ne pas les brûler, ce serait vraiment dommage. Si vous brûlez vos graines et vos épices, vous les jetez. Hein. Franchement, c'est pas la peine. Hein. On cuisine quoi ce soir? On fait la soupe aux 6 saveurs. C'est une soupe, c'est une recette ayurvédique qui se fait avec donc, des haricots mongo, des lentilles corail et tout un mélange d'épices et de graines. Est-ce que vous faites, vous, des recettes indiennes? Dites-moi. Ou ayurvédiques, enfin des recettes. Regardez, c'est mon pain que j'ai fait. Regarde, Chira, mon pain que j'ai fait avec mon levain. Bon, il n'a pas énormément levé, mais ils sont super bons avec de la farine de lupin. Je pensais à toi ce matin quand j'ai fait mon pain. Voilà, donc là, c'est bon. Ça sent bon. Alors, je vais mettre du curcuma. Donc là, pareil, ma coriandre. Ma préférée que je n'aimais pas pendant des années. Et j'en mets partout. Et un petit peu de sel. Alors, mettez pas beaucoup de sel parce qu'il y a des épices, donc c'est pas la peine de mettre beaucoup de sel. C'est vraiment... voilà, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ok? Et vous mélangez. Ça sent bon. Et ce mélange, donc, notre chonk, parce que je vous rappelle, c'est la méthode du chonking, donc on en fait exalter les saveurs des épices ici, donc dans la poêle, en les faisant chauffer. Alors, on ne les fait pas brûler, hein, ça ne dure pas longtemps, vous avez vu, ça, voilà, c'est prêt. Hein. On va mélanger ça après, hop, voilà, moi j'éteins ma poêle, puisque c'est une poêle qui reste chaude en plus, donc ça va continuer. Et on va mélanger ça tout simplement dans notre blender avec... Hop, alors je vais vous ramener par ici. Hop, voilà. Je vais enlever ça. Et ce mélange, on va le mettre avec nos haricots mongo, notre mélange qui a cuit. Vous voyez, c'est une recette qui est très rapide. À partir du moment où vous avez fait cuire vos légumineuses, c'est une recette qui se fait très vite. Alors, on va rajouter juste un petit peu de jus. Hop, dans la poêle, un petit peu, voilà, équivalent d'une, on va dire, une cuillère à soupe. Et maintenant, donc, je vais mettre, alors je vais approcher ma soupière pour que vous voyez bien, hop, je vais verser. Et après, je vais récupérer le jus, bien évidemment, et j'ajouterai le chonk. Non, j'ai pas mis le citron, je vais le mettre après. Je vais mettre mon citron juste après, avec mon mélange. Et la coriandre fraîche, par contre, je la mets pas. Je la mettrai au moment du service uniquement. Et vous pouvez même mettre un petit peu de zeste de citron. Si on n'a pas de blender, on peut faire avec un... Oui, bien sûr, mais surtout pas dans la soupière, hein, d'accord? Vous vous rappelez qu'on ne mixe pas dans la soupière du vitaliseur. On ne fait pas cette erreur parce qu'on massacrerait la soupière, ce serait dommage. Et alors là, la soupe, on ne va pas la mixer comme une soupe. Hein. Moi, je vous invite à vraiment conserver des morceaux parce que déjà, ça va vous inviter à mâcher, à mastiquer plutôt qu'à avaler tout rond. Parce que sinon, au bout d'un bol, vous allez vous dire, moi, j'ai faim. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire attention et à mastiquer, à laisser des morceaux. On va mixer 2-3 secondes, vous allez voir, pas plus. Hein, c'est vraiment rapide. De toute façon, là, tout est cuit. Hein, vos mongos, vos lentilles, tout est déjà réduit en purée. Donc vous n'avez pas besoin trop de mixer. Hein. Après, si vous la préférez mixer, vous la mangez mixée. Hein, mais bon, moi, je sais que je préfère... voilà, c'est comme les compotes. J'aime pas les compotes quand on les mange sans morceaux. Vous avez déjà cuit les haricots et lentilles? Oui, 30 minutes dans la soupière parce que elles ont trempé, l'ensemble a trempé pour moi 2 jours. Donc 30 minutes et c'était même cuit au bout de 20 hein, parce que quand j'ai ouvert au bout de 20, c'était déjà cuit. Hein. Mes mongos étaient cuits et mes lentilles, quand je les ai mises en 15 minutes, elles étaient cuites. Donc je vous dis 30 minutes parce que je sais que vous n'allez pas tous tremper pendant 2 jours vos mongos et vos lentilles, mais c'est quelque chose, si vous avez bien fait tremper, qui cuit très vite. Hein.
Voilà, on va remettre un petit peu de jus, mais pas trop. Voilà, allez-y doucement. Il vaut mieux en mettre un petit peu moins. Et là, maintenant, on va ajouter... Donc, c'est là que pour moi, ça se complique quand il faut porter la poêle. Donc, je ne peux pas. Alors, attendez, je vais prendre quelque chose. Hop, je rapproche celle-là. Le problème de cette poêle, c'est qu'elle est trop lourde. Donc, si vous avez des petits bras musclés, tant mieux. Hop, voilà, on met dedans. Ça sent trop bon. Donc, on met le shonk, le fameux mélange, je vous rappelle, d'épices. Voilà, on récupère tout. On va mettre notre petit jus de citron. Voilà, hop. Et après, la soupe est prête. Hein. C'est tout fini. J'ai oublié les fans. Oh là là, mais si, je vous ai tout dit, Victoria. Parce que tu étais occupée à faire ton boursin. Donc, un demi-jus de citron. Moi, je vous conseille un demi. Comme ça, vous goûtez, vous ajustez en fonction de votre dosha. Parce que maintenant, vous savez, les goûts, les saveurs. Voilà, donc il n'y a plus qu'à mixer très grossièrement. Attention aux oreilles. Hop. Alors, je vais vous le reculer un petit peu. Et c'est parti. Donc moi, j'y vais doucement. Je le fais en plusieurs fois. Je préfère. Et je rajoute de l'eau s'il faut. Voilà, pour moi, c'est prêt. Hein, vous avez vu, donc j'ai dit 2 secondes. C'est même 1 seconde. Voilà, c'est prêt. Et ça sent super bon. Donc quand je vous dis qu'il ne faut pas beaucoup mixer, vous avez vu, c'est vraiment pas beaucoup mixé. Voilà, hop, alors je vais vous la mettre dans un bol. Voilà, donc vous voyez, il reste des morceaux. Tellement que ça saute d'ailleurs. Voilà. Hop, donc je vais vous montrer. Après, on va ciseler un petit peu de coriandre. Et si vous voulez mettre des petits zestes de citron, allez-y, hein, vous en privez pas. Moi, je pense que j'en mettrai aussi tout à l'heure. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, la coriandre. Tout de suite, c'est incroyable, la coriandre. Et là, je vais prélever quelques petits zestes. Voilà. Les citrons bio, bien évidemment, hein. Surtout si on prélève les zestes. C'est important. Et voilà, votre soupe est prête. Il n'y a plus qu'à manger. Donc là, ben, moi, je vais la réserver dans mon vitaliseur chaud. Hop. Alors, je vais tourner la caméra. Voilà. Et donc, je vais essayer de vous montrer avec une cuillère. Où est ma cuillère que j'avais tout à l'heure? Hop. Voilà. Ah, YouBox. Eh ben, tu tombes pile poil. On a fait la soupe aux 6 saveurs. Voilà. Donc, elle est là. Et on retrouve encore des morceaux de mung. Donc, ça, c'est bien. Nos lentilles corail. Ça va être délicieux. Voilà. Des morceaux de saucisse. Oui, bien sûr. Mais écoute, tu diras au monsieur dans l'oreillette que mon monsieur à moi l'a mangé et qui s'est régalé. Donc, pas d'a priori. Voilà, donc, une recette facile. Vous pouvez la faire un peu d'avance si vous voulez, la veille au soir pour le lendemain. Vous pouvez l'emmener. Et puis, bah, écoutez, resservez-vous, hein, mangez doucement et puis mangez 2 bols parce que ça reste de la soupe quand même. Mais voilà, ça reste quand même de la soupe qui est très protéinée puisque je vous rappelle qu'on a mis les haricots mongo, on a mis les lentilles corail, tout ça c'est hyper protéiné. En plus, on les a fait tremper. Donc, qui dit tremper dit que c'est encore plus protéiné. Donc, voilà, il y a de quoi... on va dire que pour le soir, ça suffit. Voilà. En toute franchise, je ne peux pas manger ça à midi. On est bien d'accord. Même si je trouve qu'on mange trop aussi, on le sait, et je mange trop. Mais non, c'est pas l'accompagnement du tout, c'est le plat, c'est une soupe. Voilà, donc pour le soir, on doit pouvoir se suffire de manger ce genre de plat. Rien ne vous empêche d'accompagner ça avec des petits dosas que vous apprenez à faire d'ailleurs sur le compte de ma copine Chirac, si elle est encore là. Et puis de finir par un petit yaourt fermenté que vous trouvez également sur son compte. Et là, franchement, c'est le must du must. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Il reste 5 minutes avant que ça coupe.
Donc, je vous rappelle, une recette facile. Vous faites tremper vos légumineuses, vous les faites cuire à peu près entre 20 et 30 minutes maximum. Pendant ce temps-là, vous faites, après vous faites chauffer, donc au dernier moment, vous avez vu, ça a pris 4-5 minutes, hein, vos épices dans un petit peu de ghee ou d'huile d'olive. Vous mixez une seconde, je ne sais même pas s'il y a eu une seconde. Et puis, une fois que tout ça est mixé, ben, vous n'avez plus qu'à ciseler un petit peu de coriandre dessus et vous régaler. Voilà, voilà. Ça vous convient? Leslie, c'est bon? Tu t'en rappelles? Oui, on blende avec les épices aussi. Oui, 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 oui. Et n'oubliez pas le citron, c'est important. Voilà ce que je pouvais vous dire et vous proposer. Ben écoutez, j'espère que vous ferez la recette en tout cas, qu'elle vous plaira. Et puis, vous m'envoyez la photo, vous taguez comme d'habitude. Donc, je rappelle que dimanche matin, je serai sur le compte de Huge Paris, le compte donc de yoga, le compte de yoga parisien. Et donc, nous ferons le carpaccio de betterave crue à l'ananas avec un petit coulis de fruits rouges. Et nous ferons également les petites boulettes de patates douces. Tout ça est dans le cadre de la détox d'automne. Donc, on parlera aussi un petit peu, pendant 10-15 minutes, je vous parlerai un petit peu de la détox d'automne et je vous parlerai des aliments à privilégier pour la détox d'automne et deux, trois petits trucs aussi. Je vous mettrai tout en story demain quand ils auront partagé, voilà. L'horaire, ce sera de 11h à midi, ce sera dimanche. Donc, la recette des falafels, vous l'avez sur mon compte. Donc, si vous voulez les faire avec moi, vous n'avez plus qu'à prévoir les ingrédients. Et les betteraves, c'est facile. Il faut de l'ananas, il faut des myrtilles et des framboises, je crois. Et puis, betterave rouge crue. Voilà, si vous trouvez des deux sortes, c'est bien. Voilà, voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite une belle soirée. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à très très vite. La semaine prochaine, nous ferons en live le pain d'épices, puisque c'était... voilà, c'est vous qui avez choisi la recette de ce soir. Donc, la semaine prochaine, on fera le pain d'épices. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous embrasse et à très très bientôt.